Bonjour à tous, bienvenue pour la présentation en direct des résultats semestriels 2019-2020 de la société Claranova. Un dispositif spécial a été mis en place pour vous afin de suivre cette réunion et également de poser vos questions. Ça sera par SMS au numéro suivant, le 07 69 72 74 75, 07 69 72 74 75. Et je donne la parole tout de suite à Pierre Cesarini, le PDG de la société Claranova. Pierre, c'est à vous. Merci Didier, bonjour à tous. Merci d'avoir pris le temps de venir écouter la présentation de nos résultats. Je suis désolé que nous ne puissions pas le faire comme d'habitude entre nous de façon plus conviviale, mais le Covid-19 en aura décidé autrement et j'espère en tout cas que vous tous, vos familles et vos proches se portent bien. De par le format de diffusion audio qu'a mis en place Didier, nous allons essayer de faire une présentation peut-être un peu plus rapide et plus condensée que d'habitude, avec la présentation des chiffres qui sera faite par Sébastien Martin. Je vous parlerai ensuite de nos différentes activités, bien sûr de la situation de l'entreprise dans le contexte de la pandémie actuelle. Nous prendrons également le temps pour répondre à vos questions que vous pouvez envoyer par SMS comme l'a indiqué Didier à l'instant. Donc en rapide introduction pour ceux d'entre vous qui ne connaîtraient pas encore la société, Claranova est un groupe technologique français qui s'est construit autour de 3 compétences principales. Nous sommes tout d'abord des spécialistes de la technologie et nous avons développé ces 5 dernières années des solutions et des produits, je pense, assez innovants, voire uniques, dans le domaine du mobile, mais aussi du logiciel et de l'internet des objets. Notre expertise peut être encore plus rare pour un groupe français est d'être des spécialistes de l'acquisition de clients sur internet en mode B2C, business to consumer. Pour vous donner aujourd'hui un ordre de grandeur, Claranova, c'est environ 25 millions de clients à travers le monde qui utilisent l'un de nos produits, que ce soit dans le mobile, le logiciel ou l'IoT, ce qui je pense commence à être un chiffre assez significatif pour des activités qui ont démarré pour l'essentiel il y a à peine 5 ans. Enfin, troisième point, nous sommes capables, une fois que nous avons le bon produit et un utilisateur final qui l'utilise, de pouvoir mettre en place un modèle économique qui nous permet de monétiser ce client de façon optimale sur sa durée de vie, ce que les anglo-saxons appellent le lifetime value, avec le plus souvent un modèle freemium où le client peut acquérir gratuitement notre produit en ligne et nous allons ensuite le convertir sur un modèle d'abonnement. Cela présente l'avantage de construire une inertie et une récurrence beaucoup plus forte de notre chiffre d'affaires et que si nous devions revendre chaque année ces produits. Là encore, pour vous donner un ordre de grandeur aujourd'hui pour Claranova, c'est à peu près 50% de notre chiffre d'affaires qui est acquis de façon récurrente d'une année sur l'autre. Pour résumer, euh, les chiffres Claranova sur ce premier semestre de notre année fiscale, c'est-à-dire entre juillet 2019 et décembre 2019, voici les 8 indicateurs les plus significatifs, je pense, de notre activité. Un chiffre d'affaires que nous avons déjà annoncé de 234 millions d'euros, en croissance de 68% comparé au premier semestre de l'année dernière. Croissance très forte, portée en partie par l'acquisition de la société américaine Personal Creation que nous avons achetée en août dernier et qui aura délivré sur ce premier semestre plus de 70 millions de dollars, 63, 64 millions de chiffre d'affaires. La croissance organique pour le reste de l'activité sur ce premier semestre est toujours en forte croissance à 19%. Nous avons un peu augmenté notre profitabilité opérationnelle à plus de 11 millions d'euros, malgré des investissements marketing et R&D très importants sur cette période, avec plus de 56 millions d'euros pour le marketing et 10 millions d'euros d'investissement R&D sur ce premier semestre. Ces investissements sont vraiment un choix stratégique pour continuer à soutenir une croissance forte pour l'avenir. Mais ce qu'il est intéressant de noter est que malgré ces investissements importants, nous avons augmenté de 91% notre flux des trésoreries et nous avons à fin décembre une trésorerie de 91 millions d'euros. Enfin, Claranova est une société résolument tournée vers l'international, avec plus de 80% aujourd'hui de notre chiffre d'affaires qui est fait hors de France. Voilà pour les grands chiffres. Je laisse la parole à Sébastien qui va pouvoir détailler tous ces chiffres de façon plus précise. Merci Pierre, bonjour Didier, bonjour à tous.
Effectivement, un résultat semestriel, quand on regarde, qui continue finalement d'afficher cette formidable poursuite de la trajectoire de forte croissance de notre chiffre d'affaires. On fait 68 de croissance du chiffre d'affaires à 234 millions. 68 de croissance qui va se répartir entre 19 de croissance organique, donc on reste sur une croissance organique très très forte malgré le fait que la base soit de plus en plus importante, et 44 qui sont liés à l'effet périmètre, un effet périmètre lié à l'intégration de Personal Creations que nous avons acheté, si vous vous souvenez, en août dernier. Si nous regardons les 3 dernières années, Claranova continue très très clairement de s'afficher comme un champion de la croissance, et c'est juste indéniable, avec 49% de croissance moyenne annuelle, ce qui est juste impressionnant. C'est une croissance qui, bien entendu, et c'est ce que disait Pierre, qui est bien entendu basée finalement sur 2 éléments. D'abord, la poursuite des investissements en marketing, où on a une très forte croissance de ces investissements en marketing qui nous permettent de soutenir la croissance du groupe à long terme. Et sur cette période, le marketing augmente de 99% en intégrant Personal Creation, mais même en sortant Personal Creation et donc en étant à périmètre constant, nous arrivons à 23% de croissance des investissements marketing. Je vous rappelle que sur nos business, puisque la majorité des business sont sur un modèle où on va aller acheter du client qui ensuite va revenir et revenir et revenir, c'est vraiment un investissement marketing, c'est-à-dire quand on investit maintenant, même si c'est un coût maintenant, on va avoir un rendement qui va être dans la durée. À côté de cela, nous avons continué à renforcer nos efforts de R&D avec une croissance de 42% des investissements R&D et 23% à périmètre constant, ce qui est lié en particulier au passage du modèle qu'on avait sur l'activité software, où on était sur quelque part souvent une approche en termes de vente de licences perpétuelles, où on cherche maintenant à pousser vers un modèle d'éditeur de logiciels propriétaire en mode abonnement, et donc un investissement sur la propriété intellectuelle. Si maintenant on prend effectivement ce chiffre d'affaires et ces investissements, on y ajoute bien entendu des OPEX, un autre moyen de regarder les résultats de ce semestre, c'est de regarder l'amélioration de la profitabilité opérationnelle. Cette profitabilité opérationnelle, nous la voyons principalement au travers du résultat opérationnel courant normalisé, qui constitue notre principal indicateur interne de la performance opérationnelle. Et quand on va regarder un peu en détail justement l'évolution de ce ROC normalisé, qui évolue de 10,9 millions sur le semestre de l'année dernière à 11,2 millions sur le semestre de cette année, on se dit que l'évolution est assez faible. Mais cette évolution qui peut paraître faible facialement, en fait, montre différents éléments, différents mouvements qui vont se neutraliser entre eux. Tout d'abord, on a le pôle mobile hors Personal Creation, donc à périmètre constant, qui affiche une très très belle croissance de son profit de 38% à 7,4% du chiffre d'affaires, contre 6,8% l'année dernière. Cette croissance de la profitabilité est d'autant plus intéressante qu'elle est nettement plus élevée que la croissance du chiffre d'affaires sur cette partie d'activité qui, elle, ne s'établissait qu'à 25% de croissance. Donc, on a une croissance du chiffre d'affaires de 25% avec une croissance de profitabilité de 38%, démontrant bien, quelque part, la pertinence du business model que nous avons mis en place sur l'activité d'impression mobile. Cette amélioration importante, quelque part, des activités historiques est masquée néanmoins par la phase d'intégration de Personal Creation qui affiche actuellement, et comme annoncé au moment de l'acquisition de Personal Creation, une profitabilité inférieure. Sur la partie pôle software, qui va regrouper l'ensemble des activités d'édition de logiciels, donc en particulier le PDF, la sécurité, l'édition photo, etc., on est clairement impacté sur ce semestre par la transition de son modèle économique vers un modèle de vente de logiciels propriétaires en mode abonnement.
Pour vous le décomposer un peu, nous avons d'une part une augmentation de l'investissement en marketing qui passe de 19 à 22% du chiffre d'affaires pour étendre la base client, ce qui est d'autant plus intéressant sur une offre en mode abonnement, mais également le renforcement, comme je vous disais tout à l'heure, de l'investissement en R&D pour développer la propriété intellectuelle, d'un côté, et d'autre part, en fait, à court terme, la transition en termes de modèle économique va impacter, va cacher quelque part une partie de la performance, puisque le prix de vente des logiciels en abonnement est habituellement plus faible que le prix de vente des licences perpétuelles que nous avions auparavant. Donc, si on combine d'une part la hausse du marketing avec des paniers moyens plus faibles, nous avons forcément un impact temporaire sur la profitabilité, mais qui va préparer un modèle vertueux pour le futur. Enfin, dernier pôle, qui est sur l'IoT et où nous avons un déploiement commercial, et Pierre va le développer un peu après, mais un déploiement commercial, ce développement commercial, en fait, nécessite de continuer à investir, mais a l'avantage de montrer maintenant très clairement des résultats, puisque hors contrat sprint, les activités IoT ont progressé de 50%, ce qui reflète quelque part la montée en charge progressive des ventes de solutions IoT au travers de nos partenaires revendeurs. Donc, quand vous reprenez dans l'intégralité, on a un ROC normalisé qui passe de 10,9 millions à 11,2 millions maintenu. Donc une profitabilité qui va être maintenue sur cette période avec pourtant une croissance effectivement qui est extrêmement forte. Si maintenant on regarde en détail les résultats de ce premier semestre. Donc on a bien entendu, comme affiché tout à l'heure, une très forte augmentation du chiffre d'affaires, un ROC normalisé qui se maintient, et qui effectivement ne démontre pas à ce stade, dans les chiffres en tant que tels, mais Pierre va en parler nettement plus, l'amélioration des fondamentaux qui auront un impact sur les résultats futurs, mais qui aujourd'hui sont masqués par l'ensemble des investissements effectués pour préparer l'avenir, que ce soit l'intégration de Person Creation, la poursuite de l'expansion géographique de l'activité impression mobile, la transition du pôle software vers un modèle de vente de logiciels propriétaires par abonnement, ou encore la montée en charge commerciale des activités IoT, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. On ressort néanmoins avec un résultat net stable à 1,5 million d'euros sur ce premier semestre. Si maintenant on sort du compte de résultat pour regarder les flux de trésorerie, qui est finalement un des éléments essentiels pour toute entreprise et d'autant plus dans le contexte actuel, il faut noter un point très important avec Claranova qui clôture ce trimestre avec un nouveau record de trésorerie à 91,4 millions d'euros. Un record de trésorerie qui est soutenu par une génération de trésorerie opérationnelle de 37 millions d'euros, dont 9,1 millions d'euros de capacité d'autofinancement et 33,7 millions d'euros liés à la variation du besoin en fonds de roulement. Si on regardait sur le semestre équivalent de l'exercice précédent, la génération de flux de trésorerie provenant de l'exploitation s'établissait à 19,4 millions d'euros. On affiche donc sur ce semestre une progression de 91% à 37 millions d'euros, soit, à mon avis, le plus haut niveau jamais généré par le groupe. Génération de cash, bien entendu, qui provient à la fois de la croissance du pôle, mais aussi de l'acquisition de Person Creation, où l'activité génère, bien entendu, ce BFR qui est intéressant pour nous. Et donc, grâce à cette génération de flux de trésorerie, et malgré 23 millions d'euros d'investissement autofinancés, puisqu'on a fait à la fois l'acquisition de Person Creation, si vous vous souvenez, mais aussi la finalisation de la prise de contrôle des activités Soda PDF, Upclick et Adaware, on affiche une trésorerie qui passe de 72 millions d'euros à 91,4 millions d'euros, soit 27% de croissance sur la période. Ça nous permet d'afficher finalement une situation financière particulièrement saine si on regarde les principaux indicateurs d'endettement.
On voit que effectivement les dettes bancaires augmentent avec l'acquisition de Personal Creation, puisqu'une partie de cette acquisition a été financée par endettement bancaire. Mais l'augmentation de la trésorerie disponible permet d'afficher un gearing de moins de 40% et une trésorerie disponible nette ou un endettement net, comme on le nomme habituellement, de 27,5 millions d'euros. On voit clairement, effectivement, ici, sur ce tableau, que la situation du groupe en matière d'endettement et de financement reste intacte, voire renforcée. Dernier point, avant de repasser la parole à Pierre, c'est un des points techniques qui est en fait un petit aparté technique sur les IFRS. Si vous vous rappelez, c'est cette année le passage et l'intégration en ce qui concerne Claranova de l'application des IFRS 16 qui concerne le retraitement qui est effectué sur les locations, les crédits baux, etc. Et je voulais vous montrer très rapidement l'impact de cette norme sur nos états financiers, car certains d'entre vous peuvent se poser la question. Comme vous pouvez le constater, l'impact est de 10,2 millions sur notre bilan, mais avec un impact quasi nul sur le résultat net, des charges d'amortissement et d'intérêt étant compensées par l'annulation des charges de loyer. L'impact, comme on est bien entendu, sur des retraitements purement comptables est enfin totalement nul sur la trésorerie groupe. Je passe à présent la parole à Pierre pour la suite, pour permettre à Pierre de détailler la performance des pôles. Merci Sébastien. Je voulais effectivement toucher un mot sur chacun ou chacune de nos activités. Planet Art, tout d'abord, qui continue bien évidemment à représenter la part la plus importante de notre chiffre d'affaires, avec une croissance assez spectaculaire, comme le disait Sébastien, de 90% sur ce premier semestre, hein, à plus de 186 millions d'euros, comparé à 98 millions l'année dernière. Alors bien évidemment, sur ces 186 millions d'euros, Personal Creation représente 64 millions. Mais je vous rappelle que en fait, c'est une société que nous avons achetée en août dernier dans le cadre de la liquidation de Chapter 11 du groupe américain FTD, dont Personal Creation était une filiale. Cette acquisition nous aura coûté environ 18 millions de dollars, ce qui, je pense, est un bon prix pour une société qui aura délivré 70 millions de dollars, 64 millions d'euros sur ce premier semestre, hein, tout en dégageant un profit qui reste limité pour l'instant, mais qui était profitable. Alors, quelques points que j'aimerais faire quand même sur ce business de Personal Creation. Il est clair que ce sont, par la nature de cette activité, un business qui reste avec une forte saisonnalité sur le dernier trimestre calendaire. Donc bien évidemment, sur la période, je dirais, d'octobre à décembre, vous avez une partie importante du chiffre d'affaires qui est fait par ce type de business. Donc là, le deuxième semestre sera mécaniquement dans une saisonnalité beaucoup plus basse que ce que nous allons afficher sur le premier semestre. Ceci dit, ce que j'aimerais aussi renforcer, c'est que malgré ces très bons résultats qui étaient d'ailleurs au-delà de nos attentes sur le premier semestre, nous n'en sommes en fait qu'au tout début de la phase d'intégration de Personal Creation, avec encore beaucoup de choses à faire devant nous pour vraiment continuer cette intégration. Nous sommes toujours en train, ou nous commencerons à travailler sur des phases de synergie produit, de synergie commerciale. Nous sommes en train de regarder pour rationaliser les pratiques marketing entre les différents business et intégrer plus fortement les équipes. Peut-être plus important, c'est que nous travaillons sur ce qui est vraiment notre savoir-faire, peut-être le plus différenciant, et qui sera d'amener ce business qui aujourd'hui est exclusivement sur le web à travers une application mobile dédiée, comme nous l'avons fait il y a quelques années pour la photo avec Freeprints. Et en fait, dans un deuxième temps, la partie aussi importante sera de pouvoir internationaliser cette activité qui aujourd'hui n'est uniquement présente qu'aux États-Unis, et en essayant à terme de pouvoir l'amener sur l'Europe, qui pour nous un marché important. Donc encore beaucoup de travail, mais avec des perspectives prometteuses pour continuer à développer ce business du cadeau personnalisé.
Si on regarde le business historique de la photo, comme le disait Sébastien, nous avons pu maintenir en même temps que l'intégration de personal creation qui a demandé beaucoup d'investissement, hein, de nos équipes, mais en parallèle, on a réussi à maintenir une croissance forte de 22%, à la fois en augmentant nos parts de marché sur les territoires où nous sommes forts aujourd'hui, comme les États-Unis, l'Angleterre ou la France, où nous continuons à conforter une position de leader sur ce marché, mais nous avons également continué à ouvrir d'autres pays comme la Pologne ou l'Autriche sur ce semestre. Et ça reste une stratégie importante pour Planet Art de s'établir comme un leader global à travers la planète, même s'il faut comprendre que ouvrir finalement un pays pour nous comme la Pologne ou l'Autriche, en l'occurrence sur ce semestre, reste des investissements marketing financiers importants en amont pour lancer ces activités, mais vraiment ça nous donnera des relais de croissance pour les semestres à venir. Si nous regardons maintenant le pôle logiciel à travers AvantQuest. Là encore, comme l'a mentionné Sébastien tout à l'heure, on s'est vraiment concentré sur deux choses. La première, c'est continuer le développement de notre solutions propriétaires sur les 4 secteurs qui nous semblent aujourd'hui les plus significatifs en termes de potentiel et de croissance, que ce soit le PDF avec la marque Soda PDF, la photo avec InPixio, la sécurité informatique avec Adware et le paiement sur internet avec POware. Donc en parallèle également du développement de ces produits, nous avons continué à ralentir et nettoyer les activités résiduelles non stratégiques de ce pôle logiciel, que ce soit à la fois la vente de logiciels tiers, le reliquat de vente retail ou la distribution à travers des canaux indirects. Donc ça, c'est toute une partie d'activité qu'on continue à nettoyer pour être de plus en plus concentré sur ces solutions propriétaires que nous développons en interne. Et là encore, comme l'a mentionné Sébastien tout à l'heure, le point peut-être le plus important était ce basculement d'un modèle de vente de licence à un modèle d'abonnement qui, comme on l'indiquait, a effectivement cet impact sur le résultat opérationnel de ce semestre. Et alors, Sébastien a essayé de l'illustrer à sa façon, l'essayer peut-être de vous donner un autre exemple. Donc, le jour quand on vend à un client un abonnement annuel, on va finalement dépenser autant de marketing que sur une licence perpétuelle, voire un peu plus, pour un montant la première année qui sera peut-être de l'ordre de 20 euros par exemple, contre une vente de licence perpétuelle qui nous aurait coûté et qui nous aurait rapporté éventuellement 40 à 50 euros. Mais l'année suivante, bien évidemment, le coût marketing de renouvellement d'un abonnement sera relativement minime pour recevoir de nouveau 20 euros d'abonnement du même client, alors qu'il aurait été bien sûr impossible de revendre l'année suivante à un client qui a une licence perpétuelle. On peut généralement espérer des cycles de vie d'au moins 3 ans, voire plus sur certains produits, parce qu'une fois qu'on aura choisi un produit de type PDF, de type photo ou un produit de sécurité informatique, on a tendance à le garder plusieurs années. Donc si vous regardez effectivement le cumul sur 3 ans, voire plus, par rapport à l'investissement marketing, on est vraiment sur des dynamiques beaucoup plus intéressantes sur ce mode SaaS, ce mode d'abonnement, que sur le mode de licence perpétuelle. Mais bien évidemment, vous avez cet impact sur les premières années où vous avez par définition une baisse du résultat opérationnel. Et si on regarde de façon plus précise sur ce dernier trimestre, nous aurons fait progresser ces ventes par abonnement de 35 à 42% et nous espérons continuer cette progression dans les trimestres et les semestres à venir en termes de ratio de vente par abonnement. Si on regarde maintenant le troisième pôle de Claranova sur l'Internet des objets avec MyDevice, l'activité sur ce semestre aura essentiellement été sur deux éléments marquants. Comme le disait là encore Sébastien tout à l'heure, une progression significative de nos clients, ainsi que le développement de nouvelles solutions verticalisées. En septembre dernier, on avait environ 250 clients finaux qui déployaient des solutions MyDevice. Sur les 6 derniers mois, nous avons pratiquement doublé ce nombre de clients, avec à ce jour
jour 463 entreprises qui déploient des solutions IoT gérées sur la plateforme Adivas à travers le monde. Nous avons notamment, si on regarde les 3 derniers mois, vendu des solutions qu'on appelle Panic Buttons à plus d'une centaine d'hôtels et ça a été déployé sur plus de 10 000 chambres. C'est la conséquence d'une nouvelle législation qui est passée aux États-Unis en début d'année et qui oblige tous les salariés d'un hôtel, une femme de chambre, un réceptionniste, d'être équipés d'un appareil à partir duquel il pourra déclencher une alerte en cas d'agression et être localisé à tout moment à partir du déclenchement de cette alerte. Donc, les solutions IoT, par exemple, sont particulièrement adaptées à ce type de problématique, à la fois parce qu'elles ont un scope et une étendue, une couverture beaucoup plus large que des systèmes à base de Wi-Fi ou de Bluetooth, et leur autonomie est beaucoup plus importante. Et tout ça pour un coût réduit. Et MyDevice aujourd'hui possède sûrement l'une des solutions les plus performantes et les moins chères du marché pour adresser cette problématique. De nouveau, on a vendu à une centaine d'hôtels. Vous avez aujourd'hui aux États-Unis à peu près 100 000 hôtels, pour vous donner un ordre de grandeur. En parallèle, nous avons signé de nouveaux partenariats de revente de nos solutions avec des acteurs majeurs, notamment BASF, le plus grand groupe de chimie au monde, avec lequel nous sommes en train de développer une solution tout à fait innovante dans le domaine du contrôle et de l'alerte de parasites. Alors, je suis désolé, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus à ce stade car nous sommes toujours dans une phase de développement en partenariat avec BASF et normalement c'est une solution qui pourra commencer à être déployée, qui sera présentée officiellement d'ici la fin de l'année. Nous avons aussi finalisé avec la société Eolan une toute nouvelle solution, par exemple, de maintenance prédictive. Qui combine à la fois un device, un objet connecté sur l'aura et des solutions d'intelligence artificielle qui en fait analysent en temps réel le fonctionnement, que ce soit un compresseur, une turbine, un générateur, une machine-outil ou tout ce que vous pouvez avoir dans un environnement industriel. Et en fait, ce type de solution est capable de prédire en avance quand une machine va tomber en panne. Et la force, bien sûr, c'est que vous pouvez intervenir sur un compresseur qui va lâcher, sur une turbine qui va casser, avant en fait que cet élément ne soit en panne. Et donc, vous avez des économies qui sont absolument considérables si vous êtes capable d'intervenir et de pouvoir changer un élément avant qu'il ne tombe en panne, parce que sinon, vous évitez souvent, vous devez arrêter une chaîne de production, vous devez arrêter une usine globale de traitement d'eau uniquement parce que vous avez un élément qui tombe en panne. Et donc, ce type de solutions sont extrêmement intéressantes dans ces secteurs industriels. Nous commençons à mettre ce type de solution. Alors, la solution, en l'occurrence, s'appelle Bob Assistant. Donc on commence à déployer ces solutions avec des acteurs comme Veolia en France, Henry Schein ou Jacob Engineering aux États-Unis, qui sont des groupes qui pèsent plusieurs dizaines de milliards de chiffres d'affaires et qui déploient souvent des solutions industrielles et qui sont extrêmement intéressés par ce type de solutions. Clairement, nous n'en sommes toujours qu'au début, mais ce concept de maintenance prédictive est un secteur qui nous semble extrêmement prometteur. Alors, en parallèle, nous continuons toujours à renforcer notre partenariat avec Sprint, qui continue comme il le fait depuis 3 ans. Et dans le cadre de la fusion avec T-Mobile, qui devrait enfin intervenir dans les semaines qui viennent, donc ça a été plusieurs mois, voire plus d'1 an de process de validation des autorités américaines. Mais normalement, d'après ce que l'on entend, de sprint, ce sont quelque chose qui devrait intervenir dans les semaines qui arrivent. Donc ça pourrait être, je pense, au mois d'avril. Et en fait, ce seront, une fois l'intégration faite, les 2 sociétés, à la fois Sprint bien sûr, mais aussi T-Mobile, qui proposeront à leurs clients des solutions IoT MyDevice. Au-delà de ce rapide tour d'horizon de nos activités, nous nous devions bien sûr de partager avec vous les impacts pour Claranova de la solution de pandémie que nous connaissons aujourd'hui avec le Covid-19. À date, les événements que nous pouvons signaler, alors sur les activités mobiles, nous avons pris la décision
de fermer par sécurité pour nos salariés pour quelques semaines, l'usine que nous avons en propre de Personal Curation et qui fournit, non pas en totalité, mais en partie, les objets qui sont vendus sur le site. Nous continuons à prendre les commandes, nous prévenons nos clients qu'il y aura un retard dans la livraison. Nous sommes de nouveau en saison basse sur l'activité de Personal Curation. À ce jour, la plupart de nos clients, je dirais, comprennent bien évidemment la situation exceptionnelle dans laquelle nous sommes et nous pensons que l'impact sur les ventes sera en fait assez faible. Sur la partie logicielle, il reste, quelques produits vendus en magasin, mais dans une proportion de plus en plus faible, dont avec un impact réduit. Je crois qu'on parle aujourd'hui de moins de 2 de l'activité logicielle, de d'AvantQuest qui reste encore physiquement déployée en magasin. Et sur l'IoT, donc on avait ces ventes qui avaient fortement décollé dans le secteur de l'hôtellerie, notamment à travers les solutions dont je vous parlais tout à l'heure sur les panic buttons. Bien évidemment, aujourd'hui, ce sont des choses qui se ralentissent, hein. Ça reste effectivement une situation beaucoup plus compliquée, pour ces acteurs du tourisme et de l'hôtellerie qu'elles ne le sont pour des acteurs du numérique comme, Claranova. Mais si vous voulez, la contrainte réglementaire, reste présente, doit toujours être déployée sur l'année 2020. Donc on espère que dès que la situation va commencer à s'éclaircir, j'imagine d'ici 2-3 mois maximum, nous pourrons reprendre ces discussions et ces déploiements qui avaient bien commencé sur le début de l'année. Donc on démarre en parallèle ces nouvelles solutions verticales, notamment dans le milieu industriel, qui est un peu moins impacté aujourd'hui que ne l'est le secteur de l'hôtellerie. Donc à date, on peut dire que l'impact sur nos activités reste assez limité. Si on regarde les risques possibles, qui pourraient, venir, on peut identifier par exemple, un ralentissement possible de la production de nos prestataires, notamment sur la partie photo. On ne voit pas à ce jour de problème d'approvisionnement. Donc tout ce qui est papier, liquide, encre pour l'impression, on ne voit pas aujourd'hui chez quasiment aucun de nos fournisseurs de ralentissement d'approvisionnement. Le risque essentiellement porterait sur les ressources humaines qui peuvent opérer dans ces usines à travers le monde. Ce qu'on commence à voir, c'est quelques usines qui ralentissent un peu, qui vont passer au 4/5e, mais aujourd'hui, aucun arrêt de production que nous avons pu observer. Il y a carrément aussi des ralentissements qu'on peut observer de ça et là sur la livraison et l'acheminement postal sur certaines régions. Mais par exemple, même dans les secteurs les plus touchés en Italie où nous déployons Freeprints, le courrier, même s'il a été un peu ralenti, n'a jamais été arrêté totalement, même dans les coins qui avaient été le plus affectés par la pandémie. Après, de façon plus large, est-ce qu'on peut observer des changements d'achat plus axés sur des produits de première nécessité? C'est possible si la situation perdure. Je dirais qu'à ce jour, c'est toujours quelque chose que l'on ne voit pas nécessairement et qui reste difficile à évaluer. Heu, Au-delà de ce début, d'impact et d'observation, j'aimerais aussi en profiter pour insister, sur, heu, la nature, de Claranova et la nature structurelle de ce que l'on fait, qui est un groupe essentiellement donc numérique, avec au bout du compte une faible exposition au Covid-19. La quasi-totalité, de nos activités se font à travers internet, hein, que ce soit en amont pour l'acquisition de clients ou en aval pour la prise de commande. Donc nous sommes en cela quasiment pas exposés à une situation de confinement, avec en fait, presque à l'opposé, la fréquence d'utilisation d'internet qui explose en ce moment parce que, bah, les gens sont chez eux et sont encore plus qu'avant sur internet. Heu, de par la nature aussi du groupe, hein, qui est déjà extrêmement réparti à travers le monde, nous avons pu très rapidement basculer tous nos salariés en télétravail. Donc aujourd'hui, quasiment 100 de nos équipes, hein, qu'elles soient en marketing, en vente, en support, mais aussi en administratif, hein, travaillent de chez eux avec quasiment aucun impact organisationnel pour Claranova, à l'exception de nouveau de l'usine de production propre dans l'Illinois pour Personal Creation, mais qui touche quelques pourcents en fait de notre force de travail. Au-delà,
de la dimension numérique des activités Claranova, j'aimerais également insister sur le fait que nous sommes principalement un acteur du B2C, business to consumer, qui est un avantage aussi important dans cette situation de pandémie. Il est clair que beaucoup de grands groupes, de grandes entreprises sont aujourd'hui dans des situations beaucoup plus difficiles et que si vous êtes un acteur du numérique, mais dans le B2B par exemple, c'est-à-dire que vous vendez directement à des entreprises, c'est clairement difficile aujourd'hui d'avoir l'attention d'un grand groupe, hein. Dans notre cas, nous allons essentiellement chercher de nouveau des clients finaux à travers la navigation sur Internet, hein, et en ce moment, de nouveau, le trafic n'a jamais été aussi important parce que quand vous êtes confiné chez vous, vous surfez sur Internet. Un dernier point ou un autre point que j'aimerais mettre en avant, c'est notre modèle économique freemium, où nous offrons le plus souvent gratuitement nos solutions dans un premier temps pour que les utilisateurs puissent les essayer. Et donc au-delà du B2C, c'est un modèle économique à travers le freemium qui est particulièrement adapté et intéressant dans ces périodes où il peut y avoir des questions de pouvoir d'achat. Et en fait, le modèle par abonnement, une fois qu'on aura converti nos clients, permet d'assurer une réelle stabilité beaucoup plus forte que si vous êtes à base de vente unique. Euh, le fait également d'être un groupe ayant plusieurs activités réparties de façon équilibrée entre l'Europe et les États-Unis, ou même si toutes nos zones géographiques sont touchées aujourd'hui, bien évidemment, par la pandémie, cela nous permet aussi d'équilibrer nos risques et de ne pas être dépendant, je dirais, d'un seul produit ou d'un seul pays. En fait, comme le disait Sébastien tout à l'heure, hein, nous avons une situation financière solide avec 91 millions de trésorerie à fin décembre, qui est bien sûr une position beaucoup plus confortable que d'autres sociétés n'ayant pas de trésorerie à ce jour. Donc pour toutes ces raisons, si vous voulez, qu'elles soient liées à la nature numérique de notre business, notre modèle économique, notre expansion géographique, notre position de trésorerie, nous sommes relativement confiants à ce jour dans la solidité, la pérennité Claranova et surtout notre capacité à très rapidement redémarrer et continuer notre déploiement comme nous l'avons connu sur ces dernières années, car comme toutes les crises, hein, la situation que nous connaissons aujourd'hui aura une fin et en fait nous espérons en sortir en étant encore plus forts. En conclusion, avant de prendre euh, vos questions, donc je crois que nous avons délivré de nouveau sur ce semestre des performances intéressantes tout en continuant à investir pour l'avenir, ce qui nous donne des perspectives qui, je pense, restent très bonnes pour chacune de nos activités, quel que soit son niveau de maturité. La nature du groupe, de nouveau, nous expose assez peu à la situation que nous connaissons aujourd'hui, avec des ambitions qui restent très fortes pour notre développement à venir. Et j'aimerais peut-être maintenant que l'on puisse répondre à vos questions et je laisse la parole à Didier qui, je crois, a pu collecter un certain nombre de choses pendant cette discussion. Didier, Oui, vous repasse la parole. oui, merci Pierre donc effectivement pour, cette, présentation et Sébastien et première question que nous avons reçue, donc je rappelle le numéro, hein, SMS pour ceux qui peuvent le faire encore donc au 07 69 72 74 75 et donc une question bien entendu d'actualité avec, l'estimation que vous pouvez faire du Covid-19 sur les résultats du groupe pour le second semestre de Claranova, pour commencer. C'est une question difficile, Didier, de donner une estimation crédible. Si vous voulez, on oscille entre le faible impact qu'on peut finalement observer à ce jour. On ne sait pas comment nécessairement la situation, qui reste tout à fait inédite, hein, peut impacter le semestre à venir. Là encore, on est dans le numérique, on est dans le B2C, on a ces modèles freemium et d'abonnements qui nous protègent. Donc aujourd'hui, ça serait vraiment très difficile de pouvoir avancer un impact chiffré. Il peut exister. Je pense qu'il sera peu significatif. Didier, vous avez une autre question?
Oui, oui, voilà, la question arrive donc, 2e question concernant justement les craintes sur les fournisseurs de Planet Art, et la distribution du courrier. Est-ce qu'il y a des craintes là-dessus? On dispose, si on regarde le gros de l'activité de Planet Art aujourd'hui à travers le monde est réparti, je dirais sur 6 à 7 usines, 4-5 aux États-Unis, réparties sur le territoire américain, 2 usines principales, en Europe entre l'Angleterre et la Tchécoslovaquie. Comme je le mentionnais tout à l'heure, aujourd'hui, nous n'avons pas vu de problème d'approvisionnement. Donc on n'a pas eu des problèmes de stock, de nouveau le papier, l'encre, ça n'a jamais été un sujet qui aurait pu limiter la production de ces usines. De nouveau, le risque est vraiment essentiellement sur l'humain et la capacité à continuer à opérer ces environnements. Ce que nous voyons, je pense qu'on a été sûrement les plus précautionneux, peut-être parce qu'on était plus concernés d'une certaine façon sur la pérennité et la santé de nos salariés, mais la seule chose qu'on peut commencer à voir sur quelques usines est une diminution de la production. Pour être tout à fait franc, il est difficile, on ne sait pas si c'est une diminution qui a un impact lié à une baisse des commandes ou c'est une diminution qui est liée à un problème de capacité d'exécution. Donc ça, c'est une réponse que nous n'avons pas. Donc on sait que certaines de nos usines sont passées au 400e. De nouveau, on ne voit pas encore à ce jour d'une problématique liée à l'approvisionnement et notre capacité à délivrer. Il y a un impact réel sur le timing de distribution du courrier. Donc ça, je crois qu'indiscutablement, les services postaux, que ce soit en Italie, en Allemagne, en France, en Espagne, en Irlande, en Angleterre, connaît un certain ralentissement. Donc là où il fallait attendre 1 ou 2 jours pour recevoir ces photos, on va effectivement attendre 3-4 jours. Mais pour l'instant, on ne voit pas de plainte. Je pense que les gens comprennent que la situation dans laquelle on est aujourd'hui est tout à fait unique. Et l'exemple que je donnais tout à l'heure, même si on regarde l'Italie, qui est un marché pour nous sur Freeprints, même dans les régions du sud du nord où il y avait de vrais problèmes importants liés au Covid-19, à ma connaissance, le courrier a toujours été délivré. Donc, à ce stade, je dirais que les choses restent pour l'instant sous contrôle. Alors, on a également une question donc, concernant, la fermeture de l'usine de Personal Creation. Est-ce que vous pourriez chiffrer l'impact de cette fermeture? Là encore, c'est difficile. J'aimerais revenir sur 2 points. Donc on a fait un très bon trimestre, un très bon semestre. Donc 70 millions de dollars, 64 millions d'euros de chiffre d'affaires. Si vous vous rappelez peut-être pour certains d'entre vous, ce qu'on avançait comme chiffre, 70 millions de dollars, c'était quasiment ce que l'on imaginait faire sur l'ensemble de l'année fiscale, avec Personal Creation. Donc on était, je pense à l'époque extrêmement précautionneux sur un business que l'on ne connaissait pas encore, où l'on était dans une phase d'intégration. Euh, donc on était sur ces bases-là. Donc on aura délivré finalement sur S1 ce que l'on imaginait livrer sur l'ensemble de l'année. Si on regarde là encore le 2e semestre, hein, on est dans la période la plus basse, surtout en ce moment. L'impact de la fermeture de l'usine qu'on imagine entre 2, 4, 5 semaines maximum, euh, devrait être négligeable à la fois, comme je le disais tout à l'heure, parce qu'on continue à prendre les commandes. Donc oui, il y a un ralentissement des commandes, mais là encore, les gens comprennent qu'ils vont devoir attendre un peu plus. Et donc aujourd'hui, notre estimation, c'est que l'impact, là encore, en saison basse, euh, sur des gens qui continuent à prendre des commandes sera assez limité.
Mmh. Alors il y a justement pour compléter, hein, il y a une autre, question également sur, toujours sur, Personal Creation. Il y a un investisseur qui demande si, Personal Creation sera rentable sur l'ensemble de l'année ou pas, compte tenu de la saisonnalité? C'est une bonne question. C'est toujours difficile pour nous, d'avoir cette analyse fine. On a passé beaucoup de temps, à vouloir reconstruire, hein, les fondamentaux de l'entreprise. Comme je disais tout à l'heure, on est vraiment sur un travail de rationalisation, des best practices, des produits, des schémas de production. Donc aujourd'hui, c'est difficile pour nous de donner cette estimation. Hem, Là encore, on aura un chiffre d'affaires qui sera au-delà de nos attentes. On avait peu d'attentes sur la profitabilité. C'est un business qui historiquement, a perdu un peu d'argent. On s'est donné une année, je dirais, pour digérer cette intégration. On est, très optimiste pour, les phases et je dirais, la capacité de déployer le mobile, de déployer l'internationalisation. On est très content de la façon dont l'intégration se fait. Aujourd'hui, c'est difficile pour nous de donner une estimation globale sur l'année, n'ayant pas vraiment de retour d'expérience sur le 2D semestre à la saison basse. Donc, je peux difficilement me prononcer sur ça. Mmh. Alors il y avait une question plus globale aussi, bien entendu, sur, l'impact sur l'IoT effectivement de cette situation. Alors sur l'IoT, je dirais, on a été plutôt, agréablement surpris de n'avoir pas vu, d'impact significatif sur la livraison, de ces objets connectés dont beaucoup sont faits en Chine. Donc si on regarde le déploiement, sur lesquels on a pu travailler, depuis le début de l'année, donc janvier, février, mars, on n'a pas vraiment vu de problème d'approvisionnement en eux-mêmes des devices. Et notre facturation se fait au device. Donc, si les devices n'arrivent pas, c'est un sujet pour nous. À ce stade, en termes d'approvisionnement, ça n'a pas été un sujet, contrairement à ce que l'on pensait. Et je ne pense pas, dans la mesure où la Chine redémarre, que ça sera un sujet pour demain. Par contre, comme je le mentionnais tout à l'heure, c'est vrai qu'on avait démarré, avec de beaux succès commerciaux, à travers notre solution de panic button dans l'hôtellerie. Une première phase sur le premier trimestre calendaire où on a vraiment déployé, plus de 100 hôtels, 10 000 chambres installées avec nos différentes solutions. Donc on était vraiment sur un décollage important. Il est clair qu'aujourd'hui, les discussions qu'on peut avoir avec des grands groupes comme Marriott, comme Hilton, restent effectivement un peu à l'arrêt. On imagine que ce sont des choses qui devraient pouvoir reprendre sur l'été. On garde toujours cette obligation réglementaire de déployer ces solutions normalement sur 2020. Donc la réglementation pour l'instant est maintenue. C'est pour ça qu'on a accéléré sur le déploiement d'autres solutions, notamment dans le secteur industriel qui est globalement moins impacté, même s'il est aussi un peu que l'hôtellerie. Donc là encore, un impact peut-être plus important dans l'IoT, notamment dans ces discussions commerciales, que sur les autres business. Mais bon, ça reste une partie qui reste toujours négligeable là, de notre chiffre d'affaires. Donc aujourd'hui, il n'y aura pas un impact significatif lié au chiffre d'affaires de l'IoT. Alors peut-être une question rapidement, parce qu'on a des vous avez déjà parlé de Personal Creation, mais il y avait une question sur les perspectives de cette intégration, mais peut-être un peu plus rapide puisqu'il y a d'autres questions ensuite. Oui, donc les points essentiels et sur lesquels on travaille, c'est donc là l'intégration, j'en ai discuté, on est en train de vraiment rationaliser l'ensemble du business. Donc ça, c'est une chose. L'une des raisons, ou en tout cas les deux raisons peut-être les plus importantes pour lesquelles nous avions fait cette acquisition, était vraiment de pouvoir amener une dimension mobile à ce marché du cadeau personnalisé qui n'existe pas à ce jour. Donc ce qu'on a pu, je dirais, changer dans le monde de la photo en étant les premiers à avoir une offre mobile gratuite,
rapide, simple, et qui nous a permis le développement que l'on connaît sur Freeprints. Donc on est vraiment en train de travailler sur une approche similaire pour le marché du gifting. Donc il y aura à terme, et on est toujours en train de voir en termes de timing d'introduction, que je ne peux pas vous donner de date précise, mais nous amènerons une solution mobile dédiée sur ce marché du cadeau personnalisé le plus rapidement possible. Et le deuxième point est de pouvoir déployer au-delà des États-Unis ce business de personal creation. Donc on a vraiment, je dirais, trois grands leviers de développement. De nouveau, améliorer le business tel qu'il était avant, l'amener sur une dimension mobile qui n'existe pas dans le marché du gifting et de pouvoir le déployer de façon globale. Donc c'est vraiment les trois sujets sur lesquels nous travaillons activement en ce moment. Alors, il y a encore un certain nombre de questions qui ont été envoyées, notamment celle-ci sur le prochain trimestre. Comment allez-vous démarrer le prochain trimestre? Alors, est-ce que c'est toujours avec des investissements marketing, aussi importants ou, plutôt sur la réserve en ne travaillant que la base client? C'est des discussions que nous avons bien évidemment au jour le jour avec les équipes, hein, et si vous voulez, ce sont des choses qu'on regarde quasiment en temps réel. Euh, Si on regarde, pour vous donner des exemples un peu concrets de la vie de tous les jours de chez Claranova, on va analyser par exemple l'évolution de ce qu'on appelle le CPA, c'est-à-dire le coût d'acquisition du client, par exemple sur Freeprints. Euh, Typiquement, dans certains pays comme l'Angleterre, le coût d'acquisition baisse. C'est-à-dire que pour acheter un client Freeprints, pour qu'il nous passe une première commande, ça nous coûtait à peu près 2-3 pounds. Ce prix est quasiment en train d'être divisé par deux. Donc quelque part, ça nous coûte moins cher pour des raisons qu'on peut comprendre, parce que vous avez moins d'investissement marketing. Donc globalement, les prix baissent sur la partie acquisition. On est en train d'analyser, est-ce que l'on préserve les mêmes taux de conversion? Est-ce qu'on va avoir les mêmes taux de récurrence? Et je dirais qu'on essaye d'analyser au jour le jour, hein, sur différents créneaux, que ce soit là encore les coûts d'acquisition, les taux de conversion, les taux de repeat, comment ce business évolue. C'est quelque chose qu'on ne voit pas aux États-Unis, par exemple, encore, hein. Je pense que ça peut arriver dans un deuxième temps. On commence à le voir en Europe, hein, mais c'est vraiment tout récent. Ça, c'est quelque chose que l'on voit depuis quelques jours, donc qui s'est passé après plusieurs semaines liées à la pandémie. Bien évidemment, nous faisons extrêmement attention à nos investissements. On a la chance de pouvoir s'appuyer sur une trésorerie importante. On fait attention clairement de ne pas surdépenser. On essaye de construire un peu de visibilité. Donc je dirais que par rapport à la question, qui est une question importante, on essaye d'équilibrer entre bien évidemment une forme de précaution sur le niveau d'investissement qui était extrêmement fort, comme vous avez pu le voir sur S1, et on y réfléchit au jour le jour sur S2, tout en essayant d'être le plus, je dirais, opportunistique sur la capacité à pouvoir acquérir des clients si les prix baissent. Alors, il y a encore, un certain nombre de questions, donc on va essayer effectivement de pouvoir les poser toutes. Une, pour Sébastien Martin concernant le projet de rachat des minoritaires des entités canadiennes. Est-ce toujours d'actualité? Et le montage, envisagé, quel est-il? La date de réalisation? D'accord. Merci Didier. Effectivement, sur le rachat des minoritaires, nous sommes toujours en discussion avec eux. La société a clairement pris acte du fait qu'on n'avait pas eu le quorum, si vous vous souvenez, en fin d'année dernière. Donc, on est en train d'essayer de discuter de modalités différentes. Je ne peux pas vous donner aujourd'hui sur quoi ça va aboutir à ce stade, mais très clairement, depuis le début de l'année, on discute de plusieurs scénarios permettant de trouver un accord intéressant, bien entendu, pour les deux parties, hein, parce qu'il faut que les deux parties soient intéressées, mais avec un focus particulier sur le fait d'avoir une partie moindre payée en actions et donc moins dilutive. Maintenant, au vu de l'état du marché actuellement, on a mis en pause pour l'instant, le temps qu'on gère la crise qu'on est en train de vivre actuellement, et on reprendra ça, je pense, juste après, pour avancer encore. Voilà, donc il nous reste encore, une question qui va concerner effectivement, Planétart. Donc pouvez-vous nous donner plus de métriques sur Planétart, en particulier l'évolution de la base client? Pierre, si vous voulez répondre. Alors,
Sur, quelques métriques que je pourrais alors non, est-ce que vous m'entendez là? Oui, tout à Heu, quelques métriques. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre de grandeur, on est sur, à ce jour, à peu près 50 millions de download des applications Footprints. Pour vous donner un ordre de grandeur, donc on est sur des volumes qui commencent à être assez considérables pour une application mobile. Donc c'est 50 millions de downloads pour l'ensemble des applications, 32-33 millions sur la partie photo, le reste sur à peu près 18 millions sur les autres applications, pour vous donner un ordre de grandeur. Donc on est vraiment sur des montants et des volumes assez significatifs. Sur la base client, on parle aujourd'hui de quasiment plus de 15 millions de clients à travers le monde qui utilisent Freeprints, en croissance de plus de 35% sur le dernier, si on regarde sur la base installée de nouveaux clients, donc pas sur l'ensemble du moment, mais donc on a cru de 35% d'acquisition de nouveaux clients sur le dernier semestre par exemple. Et mais n'oubliez pas que le gros de la base installée reste des clients qui continuent à être actifs après plusieurs années. On a, je crois, largement dépassé les 2 milliards de photos imprimées depuis le lancement de Freeprints. Donc voilà, on est sur des métriques qui sont assez significatives. Alors, il y a, également une dernière question, hein, qu'on va prendre qui vient d'arriver, peut-être pour Sébastien, qui concerne donc un rappel de vos règles d'amortissement, de vos investissements marketing et R&D, s'il vous plaît. Alors, aujourd'hui, en fait, vous m'entendez, Didier? Oui, Oui, d'accord, excusez-moi. oui, je vous entends Sébastien, Aujourd'hui, vous pouvez nos répondre. règles d'amortissement, voilà, parfait. Donc, nos règles d'amortissement et de nos investissements en marketing et R&D. En fait, on parle d'investissement parce qu'on construit le futur. Mais dans la réalité, d'un point de vue comptable, ce sont très, 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 très majoritairement des coûts. Donc, en fait, quand on parle d'investissement en marketing, ça vient impacter directement le compte de résultat, donc le résultat. Et pour tout ce qui est R&D, en fait, on a pour politique de ne quasiment rien immobiliser. Donc, la partie immobilisée de la R&D est vraiment marginale. Tout le reste, de même, est considéré comme étant un coût. À nouveau, venant impacter le résultat de cette année, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'aujourd'hui, ces deux éléments majeurs, on a eu une forte progression, venaient quelque part cacher aussi l'amélioration de la performance du groupe. Très bien, merci, donc pour, tous ceux qui nous ont envoyé, ces questions par un SMS. Merci à Pierre Césarini, merci Sébastien Martin pour, cette présentation de vos résultats semestriels 2019-2020 et bonne soirée à tous. Merci Merci beaucoup beaucoup, encore bonne à soirée. tous. Au revoir.